On va voir aujourd'hui comment gérer un sinistre et une caution Airbnb. Ça s'adresse à toutes les conciergeries, même aux investisseurs, aux propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur logement. Je sais que ça peut faire peur quand il y a des délabrements de leur appartement. On va voir comment on peut gérer cette caution. Donc en fait, concrètement, comment ça se passe? Si un voyageur casse quelque chose chez moi, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de répondre à toutes ces questions-là. Quels types de dommages sont couverts par la caution Airbnb? Combien puis-je être remboursé par les plateformes comme Airbnb Booking? Ça forcément on se pose la question de quelle fréquence et quel est le montant en fait maximum. Comment prouver les dommages causés par un voyageur? On va voir que c'est super important, il y a deux choses, deux paramètres à voir, c'est très intéressant. Quelles sont les démarches à suivre pour réclamer une compensation auprès d'Airbnb? Donc en fait, j'ai un process en 7 étapes pour voir comment est-ce qu'on va faire ça. Donc j'ai toute la méthode, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Ensuite, que faire si Airbnb refuse de couvrir les dommages? C'est possible, on va voir comment faire. Comment évaluer les montants des réparations et remplacements nécessaires? Donc quels sont les recours possibles si un voyageur conteste la réclamation de dommages? Ça peut faire peur et surtout très intéressant, comment vous prévenir et éviter des sinistres à l'avenir. On va voir ça à la fin de la vidéo, c'est très important. Tout d'abord, quels dommages sont couverts par la caution? En bleu, ce qui est couvert, en rouge, ce qui n'est pas couvert. Au départ, sont tout ce qui est dommages liés aux objets de valeur. Ça, c'est logique. Tout ce qui est effet personnel, mobilier. Ça, à mon avis, il n'y a pas de souci, ça vous le savez. Les deux autres possibilités qui font qu'on peut être remboursé, je pense qu'elles sont beaucoup moins connues. La première, c'est tout ce qui est frais de nettoyage supplémentaires. Si vous avez des taches de sang, des taches qui sont compliquées à faire partir, si par exemple vous passez chez le pressing ou carrément vous devez changer la thé, là vous pouvez demander un remboursement. Je pense que pour des thés d'oreiller, vous prenez pas la tête parce qu'on va voir la procédure au fur et à mesure de la vidéo pour déclarer son sinistre. Des fois ça en vaut pas la peine. Parfois tout ce qui est par exemple, mais imaginons que vous avez un tapis avec du sang dessus, le tapis vaut hyper cher, vous devez aller le passer au pressing ou une laverie spécialisée pour les tapis. Là à ce moment-là vous pouvez demander des frais de nettoyage. Dernière possibilité, c'est la moins connue, je pense, et peu de propriétaires le savent, c'est une perte de revenus due à l'annulation des réservations Airbnb confirmée à cause de dommages causés par les voyageurs. Par exemple, si vous avez un voyageur qui vous fait cramer votre cuisine et que votre logement n'est plus possible, n'est plus louable et que vous avez 3 réservations par exemple derrière et qu'il va falloir par exemple un mois de travaux, et ben là vous pourrez être remboursé de ces 3 réservations qui sont confirmées. Par contre, si un voyageur casse une table de chevet, un meuble, mais que votre Airbnb est toujours louable, là, dans ces cas-là, ça entre pas en compte parce qu'il considère que votre appartement peut toujours être loué et que les prochaines prestations pourront être effectuées. Ensuite, qu'est-ce qui n'est pas possible? Tout ce qui est dommage dû à l'usure. Ça paraît cohérent et logique. Tout ce qui est perte de change. Donc, imaginons que vous louez votre maison principale, que vous avez une pièce qui est par exemple loquée où vous mettez vos affaires personnelles, si vous avez de l'argent dedans et que cette pièce est un peu, entre guillemets, vandalisée et qui prennent de l'argent, Airbnb ne le prend pas en charge. Ça me paraît logique de pas mettre de l'argent chez soi si vous vous laissez louer cette maison. Et ensuite, tout ce qui est des pertes dues aux catastrophes naturelles, donc tsunami, tremblement de terre, ouragan. Effectivement, il n'y a pas de collatéral. On ne va pas faire payer à la nature les dégâts qu'elle a causés, alors que c'est imprévisible. Il n'y a pas de collatéral. Ils considèrent que c'est l'État dans lequel vous vivez qui va faire des assurances et vous rembourser, et que c'est pas les assurances Airbnb. Ça, encore une fois, c'est du bon sens, mais c'est important de le comprendre. Donc, mais une fois qu'on a ça, c'est que à quelle hauteur on va pouvoir être remboursé, si on est éligible sur ces 4 catégories. Alors, combien les plateformes peuvent nous rembourser? Airbnb, la garantie est illimitée, 3 millions de dollars. Pourquoi j'ai mis illimité? Parce que 3 millions de dollars, c'est énorme. Je pense pas que vous avez des maisons à plus de 3 millions, c'est possible. Mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était quasiment illimité en termes de dommages. À part un incendie qui brûle une méga villa, vous n'arriverez jamais à ce plafond. Encore une fois, il faut que ça soit prouvé et facturé. On va voir dans le process, dans la méthode, au fur et à mesure de la vidéo, comment on va faire ça. Ensuite, Booking, c'est une autre méthode. C'est maximum 500 euros. Et pour toutes les demandes plus importantes, ça sera étudié au cas par cas. Et là, vous vous dites, mais c'est compliqué. Il y en a un qui rembourse quasiment à 3 millions de dollars et l'autre à 500 euros. En fait, ce qui se passe, c'est que 80% des cautions sont inférieures à 500 euros. Donc en fait, ils se sont dit, on va pas se prendre la tête, tout ce qui est inférieur à 500 euros, on va être beaucoup plus laxiste, beaucoup plus flexible. Il n'y a pas de souci, mais tout ce qui est supérieur, on va essayer d'étudier au cas par cas. À la finalité, c'est deux stratégies différentes. Airbnb se sont dit, on s'en fout, peu importe la somme, on va tout prendre, et il faut juste que ce soit prouvé et facturé. Booking a une autre méthode. Finalité, je pense qu'on arrive à la même chose. Donc vous dites pas, Booking, ça a l'air d'être moins safe que Airbnb. Non. Encore une fois, si vous voulez louer vos logements, il faut être sur Airbnb, Booking. Les deux, c'est 90% du marché. Airbnb, c'est 65% du marché de la location. Booking, c'est 25%. Ensuite,
Là, on se demande, mais à quelle fréquence? Pourquoi ils ont mis un seuil aussi bas? Parce qu'en fait, tout simplement, ça n'arrive quasiment jamais. Pour 5000 réservations, il y a seulement un incident déclaré, soit 0,002%. C'est vraiment très très faible. Je sais que parfois on n'arrive pas à se représenter des chiffres aussi petits, mais c'est vraiment très très faible, c'est proche de zéro. Donc pour tous les propriétaires qui ont peur de mettre leur logement, leur résidence principale, leur résidence secondaire, ou même des logements en location courte durée, ça n'arrive jamais. C'est très très rare. Donc n'ayez pas peur, là c'est des stats, c'est factuel, vous avez les proportions. Et on va voir comment est-ce qu'on peut se prémunir à l'avenir. À la fin de la vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut se prémunir de la caution, comment on peut éviter en fait ces dégâts. Et dans ces dégâts-là, la plupart sont souvent accidentels. Donc en fait, les locataires vont vous prévenir. Ils ont cassé un verre, ils ont cassé un truc, ils ont renversé une tasse, une tâche sur un meuble, etc. Des fois, c'est pas rattrapable. Et pour ceux, en général, qui préviennent pas, c'est des dégâts, en général, qui sont un peu plus gros. Et c'est là où on les sanctionne, et c'est là où on va demander une réclamation, pour la bonne et simple raison qu'en fait, il nous a pas prévenu. Donc on va lui faire payer le dégât, et on va lui faire payer sa mauvaise foi. On va voir maintenant le process. Le process, c'est très intéressant pour comment on va déclarer un sinistre, comment on va gérer cette situation. Et je pense que c'est le moment le plus intéressant de la vidéo. Alors, donc là, j'ai un process, j'ai une checklist en 7 étapes. Le premier, c'est que, en général, vous avez été prévenu par votre prestataire. C'est votre prestataire qui vous a dit, il y a un dégât, il y a quelque chose de cassé. Il faut rester calme et ne pas paniquer. Il faut se concentrer sur la méthode de résolution de problème et se dire, ok, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la location courte durée. Encore une fois, ça n'arrive quasiment jamais, c'est très rare. Mais il faut rester concentré, focus pour gérer ça au mieux. Ensuite, une fois qu'elle a déclaré, il faut demander des photos et vidéos, pas simplement des photos et vidéos. Très important d'avoir les deux. Et ça, vous le demandez effectivement à votre prestataire. Et surtout, n'envoyez pas de messages aux voyageurs ou aux locataires pour vous plaindre ou vous dire c'est inadmissible, etc. Il faut que vous soyez stratégique. C'est pour ça que je l'ai mis en avant. Il faut que le mec soit quasiment dépourvu. Il faut que vous ayez lancé toute la démarche et que le mec il dise en fait il a quasiment pas le choix, il est en faute et en général il le sait. Et en fait vous avez déjà envoyé toute la démarche. Il y a plus moyen de négociation. Ensuite, troisième étape, c'est désactiver le message de demande d'avis. Moi, vous savez, si vous regardez mes vidéos, qu'en fait, j'ai des messages automatiques pour les procédures d'arrivée, de départ, et pour demander des avis positifs. Ça augmente le taux d'avis sur vos annonces. Et en fait, moi, c'est à 18h. Bah forcément, parce qu'en fait, entre 11h et 16h, il y a le ménage. Et donc, en fait, il faut que mon prestataire il sache si l'appartement a été rendu nickel. Et dans mon message, c'est j'espère que l'appartement vous a convenu. N'hésitez pas n'hésitez pas à mettre un avis positif sur la plateforme. Et si vous avez des remarques pour améliorer notre logement, on est preneur. Et en fait, ce message s'envoie toujours automatiquement à partir de 18h. Et moi, il faut absolument le désactiver. Pourquoi? Parce que si vous envoyez ce message et que derrière vous déclarez un sinistre, Airbnb va pas comprendre et vous êtes mort. Donc c'est pour ça que moi je dis qu'il faut désactiver la demande d'avis. Ça c'est si vous avez processisé l'envoi de message. Ensuite, quatrième étape, on va déclarer le sinistre. Donc comment on va faire sur Airbnb? On va activer AirCover. AirCover c'est pour les voyageurs et aussi pour les propriétaires. Donc AirCover, déposer une demande. Donc là vous avez deux possibilités. Soit déposer une demande de remboursement, soit déposer une demande d'indemnisation civile. Si ça part en baston, mais en général ça part en baston, c'est que vous n'avez pas été forcément le plus intelligent. Donc en général, c'est le premier cas. Donc vous cliquez sur ça. Ensuite, il va vous falloir deux choses. La preuve et la facture. C'est très important. La preuve, photo et vidéo. Très important d'avoir les deux. Et la facture de combien le meuble vous a coûté. Et vous ne faites pas avoir, il faut la main d'œuvre. Donc moi, récemment, j'ai déclaré un sinistre et j'ai oublié de mettre dans la demande de la somme de mettre la main d'œuvre. Typiquement, si un meuble met 2 heures à être monté par un bricoleur, 20 € de l'heure par exemple, votre bricoleur, bah, ça fait 40. Donc c'est matériel plus main d'œuvre. Il faut absolument le mettre en avant. Sixième étape, très importante, envoyer un commentaire pour le remboursement. Et là, c'est très 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 important. Soyez courtois, explicite et présentez les faits sans vous énerver. Donc là, vous enlevez tout ce qui est émotion. Vous restez factuel, rationnel. Parce que, encore une fois, c'est tracé par Airbnb. Et si à un moment donné, ça part en cacahuète, ça part plus loin, il faut absolument que vous ayez cet avantage de le faire par écrit, d'être courtois. Je vais vous demander un exemple. Donc là, moi, j'ai fait une demande de remboursement récemment, ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, sur un de mes apparts d'un de mes clients. Donc c'est arrivé le 14 juin sur un studio. Et donc en fait, voilà, j'ai fait la demande. Donc c'était pour 86 euros. J'ai fait la demande 86 euros. C'était un meuble, c'est une table basse.
Ici, j'ai oublié de mettre la main-d'œuvre. Donc mon bricoleur, il a mis 2 heures à monter le meuble. Donc en fait, j'aurais dû rajouter 40 euros en plus, donc 126 euros. Ici, je lui ai fait un message. Donc vous pouvez vous mettre sur pause, mais en gros, je suis hyper courtois et je suis très factuel. Et en gros, je lui explique qu'il n'a pas respecté des règlements, qu'il a cassé quelque chose. Et là, contre toute attente, il m'a remboursé sans broncher. Il m'a remboursé sans même m'envoyer un message. Et c'est très important. Et c'est pour ça qu'il faut être très stratégique. Là même, vous pouvez passer par ChatGPT pour reformuler, pour améliorer la formulation. Mais il faut vraiment rester très courtois. Et parfois, on peut être surpris de la réaction des personnes. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'une semaine plus tard, il m'a redemandé si l'appartement était libre. Donc à ce moment-là, je l'ai bloqué. Les gens, des fois, ils osent tout et c'est assez marrant. Donc ce que j'ai fait, je l'ai bloqué, hein, évidemment. J'ai dit à Airbnb qu'il n'avait pas respecté les règles précédemment dans un de mes logements. Donc je l'ai bloqué. Mais c'est assez marrant que le mec il revienne vers moi pour demander une réservation. Ensuite, qu'est-ce qui se passe s'il ne rembourse pas? Parfois, ça se passe pas comme on veut. Ça peut arriver et donc il y a forcément une solution. Airbnb l'a prévu. Qu'est-ce qui se passe? Airbnb responsabilise à la fois les voyageurs et les propriétaires de gérer la situation en one-to-one, c'est ce que je vous ai dit précédemment, en envoyant un message directement avec les voyageurs, mais toujours en passant par Airbnb pour conserver une trace écrite de la conversation. N'envoyez pas sur WhatsApp, n'envoyez pas par mail, n'envoyez pas par SMS, toujours avoir une trace sur Airbnb parce que s'il y a un problème, il faut que Airbnb prenne le relais. Et ça, en général, vous avez 48 heures. Si en 48 heures, c'est pas géré en one-to-one, en direct avec le voyageur, Airbnb prend le relais. Mais en fait, si Airbnb prend le relais, si vous avez la preuve et la facture, encore une fois, preuve et facture, dans 99% des cas, vous allez gagner. Terminé, vous êtes remboursé. Et donc en fait, la 7e étape, c'est racheter le meuble et envoyer la procédure pour que le bricoleur puisse remettre en état l'appartement. J'aimerais passer votre attention sur un état d'esprit. Tous les objets en dessous de 30 euros ne demandaient pas d'indemnisation. Ne perdez pas votre temps avec la procédure. Vous avez vu la procédure, elle est en 7 étapes, elle peut être lourde, même si une fois que vous l'avez fait une fois, il n'y a pas de souci, on peut la refaire beaucoup plus simplement. Mais perdez pas votre temps avec ça. En plus, vous avez vu que les sinistres, ça n'arrive rarement. Quand je dis 30 euros, par exemple, il y a un locataire qui casse un verre, qui casse un bol, qui casse une assiette. En général, il va vous le dire. Donc, ça ne sert à rien de demander un remboursement pour des sommes aussi petites. Vous allez être très compréhensif. Vous allez dire, il n'y a pas de souci, ça peut arriver. Et en général, ils vous mettent une très bonne note derrière. Ils vous mettent 5 étoiles. Donc, en fait, c'est beaucoup plus rentable d'avoir des 5 étoiles en réagissant bien que d'avoir une mauvaise note en réagissant mal pour des sommes qui n'en valent pas le coup. Pensez-y. Comment est-ce qu'on pourra pouvoir se prémunir des prochains sinistres à l'avenir? Plus un appartement est sale, ancien et dans un mauvais état, plus il y a de risques de sinistres. Si vous avez un appartement, car en fait, quand ils vont rentrer dans cet appartement, ils vont se dire foutu pour foutu, je fais pas attention, il va pas le remarquer, c'est déjà sale, c'est déjà dans un mauvais état. D'où l'importance de ne pas faire du bas de gamme, de ne pas faire du haut de gamme, parce que ça coûte trop cher, mais faire du milieu de gamme. Faire quelque chose qui soit solide, qui soit agréable, qui ait un peu de déco, que votre appartement ne sera pas retourné. Il est important de comprendre que dans la location Airbnb, il y a forcément de l'usure par rapport aux appartements. Et donc pour éviter d'arriver au stade du sale, ancien, mauvais état et enchaîner les sinistres, il faut remettre en état cet appartement tous les 2 ans en moyenne. C'est pour ça que j'ai mis un fonds d'urgence en général de 500 euros par an par logement entre les studios jusqu'au T3. Donc par exemple, si votre chauffe-eau claque, si vous avez des meubles à remplacer par l'usure, si vous avez des pets dans les murs qu'il faut mettre de l'enduit, de la peinture, changer un radiateur, j'en sais rien, il faut que vous ayez un fonds d'urgence. Et ça ne sera pas payé par les locataires. C'est un fonds d'urgence qui fait qu'en fait, il faut entretenir vos biens. Donc c'est 500 euros par an par logement. Je ferai une vidéo explicative pour les fonds d'urgence. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Ensuite, il y a un petit tips qui est très intéressant, c'est mettre en place des checklists de départ. Ça montre votre rigueur dans l'entretien du logement. Je m'explique. Si la veille du départ, vous envoyez une checklist d'or, par exemple, prenez toutes les affaires sales, mettez-les dans la salle de bain, lancez le lave-vaisselle, etc. Ça montre de la rigueur. Ça montre que le propriétaire fait attention à son logement. Et donc, en fait, le voyageur va dire, ok, c'est un mec carré, il me demande des procédures, il n'y a pas de souci, je vais les respecter, je vais faire attention. Et en fait, cette nuitée, il va faire attention à votre logement, forcément, si vous lui envoyez une checklist. Ça peut paraître bête, mais c'est très intéressant que à chaque checklist que vous envoyez, procédure de départ, vous économisez, entre guillemets, une nuitée de dommages. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous souhaitez mettre vos logements en location courte durée, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous
dans la description. Si vous souhaitez avoir le lien du mapping, nous avons un groupe de communauté School qui permet de réunir une communauté de conciergerie, de personnes qui souhaitent se lancer dans le business de conciergerie, de sous-location. N'hésitez pas à rejoindre aussi le groupe, c'est dans la description. Merci beaucoup pour votre attention.